Le book club de Maxime Chatham, en ouvrant les portes de notre club de lecture aujourd'hui. Il est considéré comme un des maîtres du thriller français, à la tête d'une œuvre imposante, plus d'une vingtaine de romans déjà, en 20 ans seulement, mais aussi de la BD, du théâtre et des nouvelles. Il publie en cette rentrée La Constance du Prédateur, un roman paru chez Albin Michel. Il semblerait, selon l'Humanité, que c'est aussi la déception face au monde qui l'a poussé à écrire, d'où l'envie peut-être d'en imaginer de nouveaux. Bonjour Maxime Chatham. Bonjour. Bonjour, au sommaire également avec vous, Sébastien Thème dans ce club de lecture. Et on va entendre vos lecteurs et vos lectrices, Maxime Chatham, tous plus fans les uns que les autres, et puis on passera de la page à l'écran avec un classique du cinéma, le thriller Le Silence des agneaux de Jonathan Demme, adapté d'un livre de l'américain Thomas Harris. Olivia. Le réel que vous imaginez, Maxime Chatham, les histoires que vous orchestrez, elles sont pas tendres non plus, donc vous avez été déçu par ce réel, et pourtant aujourd'hui vous nous faites des histoires plus noires que noires. Comment ça se fait ? C'est vrai, c'est un moyen de conjurer le sort, c'est d'imaginer le pire pour que finalement le pire de la réalité soit fade à côté et qu'on l'accepte plus facilement. C'est un moyen de se rassurer. En fait, moi, je me suis intéressé je lisais beaucoup Stephen King quand j'étais adolescent, beaucoup d'histoires sombres, et tous les auteurs de ce genre, Matheson, Clive Barker, Shelley et compagnie, enfin, il y en a beaucoup qu'on a oublié un peu aujourd'hui avec le temps. On ne parle plus que de Stephen King quand on parle des maîtres des histoires qui font peur. Et c'est le premier nom que vous citez généralement. C'est le premier, mais parce que c'est devenu la référence. C'est vrai, mais il y en a tellement d'autres encore qui sont fabuleux. Et comme je lisais ces auteurs-là, naturellement, j'étais enclin à écrire ce genre d'histoire-là. Et puis petit à petit, je suis tombé dans la marmite du policier, du thriller. Alors j'avais lu Agatha Christie comme tout le monde, mais j'ai commencé à lire les thrillers américains. Vous venez de parler de Thomas Harris, forcément ça a été ma première grande claque, Le Silence des agneaux et surtout Dragon Rouge, le livre d'avant. Et à partir de là, j'ai eu envie, moi, de me projeter dans ce genre de récit parce que j'y trouvais toutes mes peurs confrontées à la réalité. C'est-à-dire que ce sont des histoires réalistes pour le coup. Il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de monstres. On est vraiment avec des tueurs en série. C'est l'incarnation du crime dans le quotidien, mais de l'incarnation de l'exceptionnel, enfin l'émergence de l'exceptionnel dans le quotidien, dans la normalité. Alors on va revenir sur vos références, sur vos influences. Mais d'abord, parlons de votre univers avec un lecteur fan de vous, fan de vos livres, et qui nous raconte pourquoi de livre en livre. D'ailleurs, il attend ce noir qui est le vôtre aujourd'hui. Tout à fait. Il s'appelle Johan Bookstagrammeur et il nous rappelle justement ce qui fait le sel de votre univers lorsque qu'on le retrouve dans chacun de vos livres, de livre en livre. Écoutez. Imaginez. Vous êtes dans une cave sans lumière. Vous sentez une présence. Vous allumez et là, bouh, Maxime Chatham surgit d'un coin. Petit coup de projecteur sur le plus sombre de nos auteurs de littérature noire. Depuis 2002, Maxime Chatham arpente les recoins les plus obscurs de notre imaginaire et il s'y plaît bien le bougre. L'âme du mal, Léviathan, la théorie Gaïa, le sang du temps, en passant par le Signal, véritable hommage à ces maîtres de la littérature fantastique, l'auteur trempe sa plume dans une encre noirâtre pour nous faire frémir et nous faire partager ses réflexions sur le mal avec un grand M. En nous proposant d'écouter la liste des musiques de films qui l'ont accompagné pendant l'élaboration de ses romans, Maxime Chatham nous rappelle son amour pour le cinéma et qui se retrouve dans son style d'écriture. On en prend plein les yeux à travers ces mots. J'en veux pour preuve un certain passage d'insectes qui se déroule sous la douche et qui vous fera dresser les poils. Mais n'insistez pas, je n'en dirai pas plus. Maxime Chatham est l'auteur qui a su le mieux mettre le noir en lumière. Grâce à son style qui fait s'envoler les pages, ses idées originales et ses fins qui nous laissent sur notre océan, nos nuits blanches ont de beaux jours devant elles. Johan évoquait vos livres et nos nuits blanches. Vous dormez comment, Maxime Chatham ? Très bien, parce que tout ce qu'il y a de pire, je le mets dans mes livres. Donc je suis débarrassé la nuit. Je fais plutôt des beaux rêves. Non, mais je dors peu, donc je ne me souviens pas vraiment de mes rêves. Vous savez, quand on a un sommeil rapide, on n'a pas trop souvenir de tout ça. Mais c'est peut-être aussi un moyen de maîtriser tout ça. Vous savez, la part de l'inconscient, en étant
toute la journée concentré sur ça, sur nos terreurs, et à commencer par les miennes, parce que c'est ce que j'essaie de faire dans mes livres, c'est de prendre les petits éléments du quotidien et de les transformer en un élément effrayant. Merci lecteur, qui était très, très drôle. En effet, la scène de la douche, je me suis toujours demandé quel est le moment où on est le plus vulnérable. Quand on est sous la douche, du shampoing plein les yeux... on ne peut pas faire pire, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien dans mes livres, de m'interroger moi-même sur mes peurs et sur les peurs de tous, et de les mettre en scène de manière parfois les plus effrayantes possible. Si vous voulez vraiment faire des cauchemars, vous pouvez demander à Thomas Beau sa playlist horrifique. Lui qui a habillé ce témoignage de lecteur de Johan, rencontré par Sébastien Thème. Avec la musique du Silence des Agneaux, justement, de Howard Shore. Fabuleuse musique. Voilà. Existence. Existence, pardon, oui. Donc on n'écoute pas ça avant de dormir. C'est le même compositeur. Une question, Sébastien Thème, sur ce noir plus noir. Justement, ce noir plus noir, vous évoquiez cette scène de la douche, qui nous évoque aussi peut-être Hitchcock, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait, quelle est la recette, c'est quoi le truc pour justement faire peur au lecteur? Je crois pas qu'il y ait un truc. En fait, il faut vivre la scène. Moi, c'est ce que je fais. Je me projette, c'est-à-dire que je me mets dans un état de concentration tel que je visualise, je ressens la scène. Je suis avec mon personnage ou mes personnages, et j'essaie à partir de là de voir ce que je ressens, et puis de faire des pauses. Alors c'est particulier comme boulot, mais je fais une pause sensorielle aussi pour me dire, ok, quel est le meilleur angle pour raconter la suite de la scène, pour qu'elle soit la plus claire, compréhensible et effrayante possible. Je remets lecture sur l'émotion, et là je la raconte sur cet angle-là, et j'essaie de disséquer tout ça, de mettre les mots juste au bon endroit, et ça après c'est un travail de mise en forme, c'est-à-dire de trouver quelle est la bonne alchimie de mots, quel est le moment où il faut retourner à la page, parce que ne serait-ce que visuellement, ça raconte quelque chose. Une accélération de retour à la ligne va provoquer un état inconscient de lecture avec lequel il faut savoir jouer. Et un bloc de lecture, c'est autre chose. Il faut jouer avec les figures stylistiques, etc. Tout ça, c'est un travail de mise en forme. Mais avant tout, il y a imaginer la scène et se confronter à cette scène. Écrire des polars, étudier la criminologie, comme vous l'avez fait, mais aussi comme votre personnage de Claire, en ouverture de ce nouveau roman, La Constance du prédateur, le fait. Vous avez eu, vous, très tôt, un intérêt certain pour les affaires criminelles aussi, comme elle. Vous vous délectiez des récits de meurtres machiavéliques et abominables, là je vous cite. Vous engloutissiez livres et émissions sur le sujet. Alors, jusqu'à mes 20 ans, pas du tout. J'étais vraiment perché dans mes montagnes de littérature, plutôt d'imaginaire. Mais c'est vrai qu'à partir de 20 ans, quand j'ai commencé à lire beaucoup de polars et de thrillers... Là, Ondelat est entré dans votre vie. Oui, alors, même un peu avant Ondelat, je crois, j'ai commencé à lire, parce qu'en France, il n'y avait pas grand-chose si on voulait être un peu précis, pointu dans les affaires criminelles. Et donc, il a fallu que je m'abonne à l'époque, je fasse des démarches pour m'abonner à la revue du FBI. Et donc, je perfectionne mon anglais. Le FBI a sa revue, alors ça... Oui, alors, c'est super. Et elle est publique. C'est ça l'info. Elle est publique. Et alors, à l'époque, il fallait montrer patte blanche, c'est un grand mot. Il fallait expliquer pourquoi on voulait y avoir accès. On s'enregistrait dans une base de données. Et c'était intéressant parce que ça vulgarisait beaucoup de disciplines forensiques, de police scientifique. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Et à ce moment-là, j'ai pu... avec les études de criminaux, avoir un regard plus pointu sur certains aspects, notamment en médecine légale, aller rencontrer des légistes et les interroger. Je me souviens de ma première autopsie, il faisait circuler vous savez, les espèces de baumes mentholés que vous mettez sous le nez. Il ne faut pas être enrhumé parce que ça pique. Mais c'est pour pas sentir l'odeur d'un corps quand on va l'ouvrir. Pardon pour nos auditeurs. Et moi, j'ai refusé de le mettre en disant non, je suis là parce que je veux savoir, en fait. Ou alors, vous pourriez le mettre dans vos bouquins, avoir des pages parfaites. Oui, mais en ce cas-là, je mettrais aussi l'odeur du corps. Je suis pas sûr que le lecteur serait très content. Et de toute façon, vous êtes autant un auteur français qu'un auteur américain, non? Vous avez vécu une partie de votre vie là-bas. Vos grandes influences sont aussi américaines. On voit à travers le personnage de Ludivine dans cette série, dont La Constance du prédateur est le 4e tome, le 4e volet de ce cycle-là que vous avez ouvert, que le profil du profiler, en tout cas la figure du profiler, elle est née aussi aux États-Unis. Oui, bien sûr. En fait, il y a énormément d'inspiration possible, notamment dans la dynamique policière aux États-Unis. Ça, c'est intéressant.
Tous les travaux du FBI sont passionnants, le profiling notamment, mais pas seulement. C'est quoi justement un profiler ? Un profiler, c'est quelqu'un en fait, c'est un aide à l'enquête. Alors, c'est pas un enquêteur, contrairement à ce qu'on voit souvent dans les fictions. C'est une personne qui a plutôt une formation en psycho et qui va, par rapport à l'étude de la scène de crime, essayer de donner des éléments pour aider les enquêteurs à travailler. Mais parfois aussi faire un profil d'un suspect. Et de dire, là vous allez interroger un suspect, moi je pense que le tueur il est comme ça, et prévoyez un interrogatoire sous cet angle-là. C'est ce que je décris à un moment dans une scène du roman. Il y a tout un moment où ils se préparent avec des profilers, les enquêteurs, pour faire l'interrogatoire d'un suspect, et ça ne se fait pas. Faut pas imaginer qu'un flic dans une grosse affaire, je parle pas d'un truc du quotidien, mais dans une très grosse affaire, très importante, très médiatisée, les flics rentrent pas dans la salle pour interroger un suspect comme ça naturellement en disant juste on va lui poser des questions, on va essayer de le faire avouer. Ça se prépare énormément. Il y a vraiment tout un travail en amont. Et c'est ce métier-là que font les profilers. Et moi, pour répondre à votre question, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait aux États-Unis. Mais comme je suis aussi français, je pense que j'y ai apporté ce regard un peu défiant qu'ont les Français de remettre tout en question, ce côté social aussi, c'est marqué dans certains de mes livres. Et c'est ce mélange-là qui donne une identité à mes romans. L'efficacité américaine, mais le regard français. Et la défiance française aussi à l'égard de ces profilers, de ces enquêteurs comportementalistes qui ne sont pas si bien vus, en tout cas au départ, qui n'étaient pas si bien vus par la police qui parfois encore le sont aujourd'hui, mais c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même travail pour le profiler américain et français. Les États-Unis, il y a des choses qui marchent beaucoup plus facilement. Un profiler américain, je vais vous donner un exemple très précis. Un profiler américain, quand il étudie une scène de crime sur un tueur en série et qu'il voit que toutes les victimes sont blanches, va vous dire, s'il n'y a aucun élément qui semble montrer qu'il c'est lié à un crime racial, c'est un tueur blanc parce qu'il chasse dans son groupe ethnique. Les Américains, et c'est vrai dans 99,99% des cas. En France, jamais un profiler pourra dire ça parce que ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a des différences comportementales dans nos sociétés, etc., qui font que c'est deux métiers très différents. Et c'est cet ajustement-là qu'a pris du temps à faire en Europe. La constance du prédateur, c'est donc le titre de ce nouveau roman qui paraît chez Albin Michel, votre nouveau roman qui raconte une histoire apocalyptique, comme le dit la chef d'escadron Lucie Torrance. Apocalyptique, monstrueux. Dans La constance du prédateur, on suit une fois encore Ludivine Vanquer dans sa traque, cette fois d'un serial killer surnommé Caron, comme le passeur des morts, sur un des fleuves de l'enfer. Le roman s'ouvre sur une mise en garde de Nietzsche. Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Une réflexion pour la profileuse du département des sciences du comportement, votre héroïne, Ludivine Vanquer, qui craint toujours de s'abîmer, justement. Alors là, il y a 17 cadavres de femmes qui ont été découverts dans une mine près de Mulhouse, et il va falloir comprendre qui en est l'auteur. Et pour ça, on va vous suivre à la trace. Avec vous, Sébastien, tout de suite, un avis d'une lectrice, d'une fan. Alors, je ne sais plus comment on dit exactement les fans de Maxime Chatham, les chatamistes, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai entendu. C'est un peu sataniste. Mais il est satanique. C'est ça votre secret. Elle a déjà lu le roman. Évidemment, elle l'attendait, on imagine, comme beaucoup de vos lecteurs, avec impatience. Oui, elle sait tout sur la désormais célèbre Ludivine Vanquer. Et depuis sa première apparition, c'était dans La Conjuration primitive en 2012, la blogueuse donc Lou, à retrouver sur Instagram, nous propose un rapide rappel des faits. L'accroche est faite dès le prologue avec ce style que j'aime tant depuis 20 ans. Il y a une cohérence scénaristique avec les 3 tomes précédents qui rend cet opus irréprochable. Ludivine semble cette fois posée, elle a apprivoisé ses démons et bénéficie d'une certaine stabilité qui lui sied à merveille. Et elle en aura bien besoin car ce répit va être de très courte durée. Elle va intégrer le département des sciences du comportement pour traquer un tueur en série hors norme. Cette histoire met en avant les victimes de cet assassin, car une bonne partie du livre sert à leur redonner une identité, un rôle dans cette vie qui leur a été volée. Je n'ai aucun mal d'ailleurs à m'identifier à ces femmes, car l'auteur joue sur des portraits qui sont ancrés dans une réalité qui reste palpable. L'intrigue, elle, n'en finit pas de nous servir des rebondissements, tous plus stressants les uns que les autres. Et l'ingéniosité d'ailleurs de cette histoire est due notamment à tout ce travail qui a été fourni autour de la construction de ce tueur qui est juste hallucinant. J'ai ressenti une énorme pression à la lecture des dernières pages, car ce face-à-face est anxiogène. Le stress, lui, est à son comble, d'autant plus qu'avec Maxime Chatham, tout est possible s'agissant du sort de ses personnages. J'ai terminé cette lecture
complètement vidé. Alors bravo et merci, monsieur Chatham. Voilà, alors bravo Maxime Chatham. Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être nous identifier ce deuxième son, cette deuxième musique qu'on a entendue? C'est la musique du film SK1, formidable film français sur l'affaire Guy Georges. La musique est très forte, elle est pleine d'émotions, c'est-à-dire que je la conseille d'ailleurs en début de roman au lecteur, parce qu'elle m'a accompagné énormément pendant l'écriture du livre, et elle est tellement chargée d'émotions, mais d'une émotion qui est posée, mais assez noire, qu'elle colle littéralement à de nombreuses scènes du roman. Est-ce qu'elle colle à ce personnage de Ludivine Wancker? Comment elle est née d'ailleurs? Oui, je pense, parce que c'est un personnage qui est une synthèse de l'être humain en général, et une synthèse quand même de moi aussi, je dois avouer. C'est une femme qui est pleine de bonne volonté, mais qui s'est fait cabosser par son métier. C'est la différence avec moi, bien sûr, mais elle a été confrontée à toute la violence qu'on peut imaginer dans le métier de gendarme, de flic, d'enquêteur. Et elle s'est armée en se blindant, tout simplement, en s'éloignant de ses émotions. C'est là que je fais un petit parallèle, parce que le romancier, parfois, peut avoir ce travers. Moi, pendant des années, à force d'écrire, je me suis tellement enfermé dans mes personnages que j'ai peut-être eu parfois le travers de ne vivre qu'à travers ça, à travers la littérature. J'adore cette phrase de Hamlet, je crois que c'est d'ailleurs la fin de la pièce, and the rest is silence, mais le reste c'est le silence. Il n'y a que la littérature, il n'y a que le drame, la tragédie. Il y avait un peu de ça quand on fait ce métier, qu'on l'adore, on passe son temps à lire et à écrire, et les émotions sont plus fortes dans les livres. Ça pourrait vous suffire? Plus aujourd'hui, mais à une époque, oui, c'était le danger. Et heureusement, j'ai rencontré ma femme. mais du coup, tout ça pour dire que ce personnage-là, Ludivine, c'est ce qu'elle vit à sa manière. C'est se blinder, se rendre compte qu'elle n'est plus un être humain, elle est une machine efficace, mais elle n'est plus un être humain. Et dans cette histoire-là, c'était déjà amorcé dans les romans précédents, mais dans cette histoire-là, elle va être obligée, en fait, de redevenir un être humain, parce que la clé pour comprendre, c'est de ne pas oublier comment fonctionne un être humain. Les émotions simples qui nous façonnent tous. Sur Twitter, un autre fan, alors chatamiste, ad vitam aeternam, comme il se présente, chasseur d'anagrammes, a terminé lui aussi sa lecture de ce nouvel opus et posté son avis. Conquis, se dit-il, une lecture haletante, passionnante, mais aussi éprouvante. Chaque page dégorge d'un suspense insoutenable qui pousse à vouloir en découvrir un peu plus, à endurer un peu plus. Soyez prêts ou prêtes, la constance du prédateur est d'une puissance colossal. Voilà, Maxime Chatham, pour cet avis de fan, de lecteur qui a eu tant de plaisir à vous retrouver pour ce 4e tome donc de ce nouveau cycle. Je dis à ma maman de changer de pseudo, ça va se voir. C'est vrai, ça va se voir. Ou à votre éditeur, j'y ai un peu pensé. Quel lien vous entretenez avec vos lecteurs? Quelle relation vous avez cherché à tisser avec eux? Et du coup, comment vous gérez cette attente, C'est particulier parce que pendant des années, je faisais des longues dédicaces où j'avais l'occasion de parler avec les gens qui lisaient mes bouquins ou leur donner envie de les lire quand ils ne connaissaient pas. Et je me suis fait pas mal d'amis comme ça, en fait, avec le temps. Et aujourd'hui, c'est je ne vais pas me plaindre de ça, mais aujourd'hui, quand je fais une dédicace, il y a beaucoup de monde, donc je suis un peu obligé d'aller vite. Et je peux plus me poser pendant 10, 15, 20 minutes avec quelqu'un, parler, échanger. Ah, vous aimez ça? Moi, je me souviens, aujourd'hui, c'est un copain à moi, mais on s'est rencontrés à une dédicace. Au bout de 10 minutes, on était debout dans la librairie à se montrer les bouquins qu'on adorait, à se les raconter, à se suivre des tuyaux. Et lui comme moi, on est reparti avec des piles de bouquins qu'on a achetés ce jour-là parce que la rencontre, quoi, autour de ce qu'on aime, la lecture. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, je suis juste dans un rapport, en tout cas en dédicace, de signer un livre, faire une photo souvent. Et j'ai peu d'échanges. C'est rapide, alors heureusement il y en a quand même un peu, sinon ça n'a plus trop d'intérêt, mais c'est frustrant parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur chacune, mais c'est plus compliqué. Mais alors du coup, c'est pas dans ces échanges-là que ça se joue dans vos livres, dans la manière alors, heureusement, de les donner réseaux envie sociaux aussi aux lecteurs, de retrouver vos personnages, vos protagonistes notamment, d'ouvrir avec vous un cycle et de le refermer ensemble. Il faut les tenir en haleine. Oui, mais ça, c'est presque secondaire, parce que la relation avec le lecteur, elle n'est pas là. Moi, j'écris pas des bouquins pour faire plaisir à mes lecteurs, sinon, il y a plein de livres que j'aurais écrits, qu'on me réclame depuis longtemps, des suites, que j'ai pas envie de faire ou que j'avais pas envie de faire. Moi, ma relation, elle n'est pas là. La relation avec le lecteur, elle se fait dans la vie quotidienne, à croiser quelqu'un, à saluer, à discuter sur les réseaux sociaux. Et puis, quand c'est possible, avant le confinement, de faire une fois par an un rassemblement avec une équipe dingue de chatamis dont vous
parliez, qui organisait via un forum une rencontre annuelle où pendant une demi-journée, on était 40 dans une pièce à discuter, où là, on avait vraiment le temps, quoi. C'est ces petits moments-là, parce que sinon, la relation juste à travers le livre, c'est un fantasme, ça. J'écris pas pour mes lecteurs et les lecteurs ne lisent pas pour moi. Mais vous aimez parler de vos livres. Est-ce que vous aimez aussi qu'on parle de vos livres ? Oui. Après, je suis plus. À une époque, je l'ai fait comme probablement tous les romanciers, mais aujourd'hui, je vais plus sur Internet regarder ce qu'on dit de mes livres. Parce que je me rends compte que je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'écrire ce que j'aime, d'être habité par mon livre pour la bonne raison. Pas juste, tiens, il faut faire ce genre de bouquin-là parce que ça va marcher, quoi. À une époque, j'étais voir mon éditeur en lui disant, voilà, je voudrais un nouveau contrat parce que je vais vous faire 3, puis finalement, non, ça sera 7 romans de fantaisie. Il m'avait dit, mais ça se vend pas, la fantaisie, c'est une hérésie. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai envie d'écrire ça. Et il l'a fait, et bon, finalement, ça s'est vendu, donc comme quoi. Donc là, les lecteurs, c'est un pari, c'est-à-dire que pour le coup, les gens qui me lisent, qui viennent sur mon nom, sont venus aussi sur un genre qui n'est pas facilement plébiscité en France. Et a priori, ils l'ont aimé, vu le succès de la série. Donc là, il y a une relation de confiance qui s'installe. C'est-à-dire, mais je ne peux même pas leur rendre. C'est-à-dire que je n'ai pas l'occasion, moi, d'aller voir tous ces lecteurs un par un. Là, vous leur rendez en faisant des livres, quand même, Maxime. Ouais, je sais, mais en respectant mes envies, avant tout, pas toujours les leurs. Et c'est là où je me sens parfois un peu redevable. Mais bon, il faut bien faire un choix. C'est pas ce qui doit guider les romanciers. Et pendant ces grands raouts avec tous ces chatamistes, est-ce que vous évoquez vos références, vos livres préférés? Vous nous avez donné 3 références: Voyage au bout de la nuit de Céline, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et les livres de Laura Ingalls, notre autrice de La Petite Maison dans la Prairie. Est-ce que vous évoquez ça avec eux? Est-ce qu'ils je vous dois une explication là, je crois. Allez-y. Alors, non, mais rapidement sur les 2 premiers, Voyage au bout de la nuit, c'est ma première claque à l'adolescence. Sur le style. Je me rends compte que je lis plus seulement un livre pour ce qu'il raconte, pour le frémissement de l'histoire, mais parce que l'écriture est tellement dingue qu'elle-même devient un sujet de lecture. Donc là c'était une révélation, et je l'avais vécu, mais sans mettre des mots dessus, avec Mark Twain avant ça. Mais il a fallu que ce soit Céline qui montre que voilà, le fond et la forme, c'est pas dissociable. Tolkien, parce que c'est par là que je suis rentré dans la littérature. Je me suis mis à lire un livre. Non, mais en fait, un monde avec des valeurs fortes, dans lesquelles on est prêt à risquer sa vie parce qu'on croit fondamentalement quelque chose qui existe et qui est pur. Bah ça, dans la vraie vie, ça n'existait pas. Et je me suis dit, j'avais 12-13 ans, et d'un coup, j'ai eu envie de ça. Et ça n'existait pas, donc je me suis réfugié dans la lecture, à cause ou grâce à Tolkien. Maintenant, le dernier, Laura Ingalls, en fait, ils viennent de ressortir là, toute la série des livres de Laura Ingalls, La Petite Maison dans la Prairie, on connaît tous la série. Ouais. Et par curiosité, je suis tombé sur le premier tome, et puis du coup, je suis en train de tous les lire là. Et je recommande à nos auditeurs de lire toute la saga de Laura Ingalls. C'est passionnant. En fait, c'est très très loin du côté gnangnan aseptisé de la série télé. On est dans un récit de pionniers américains avec la dureté de cette existence-là. Et pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi est-ce que subitement ils pliaient bagages, la maison qu'ils avaient mis 1 an à construire, et ben, ils l'abandonnent et ils partent sur des terres incertaines pour aller s'installer ailleurs? C'est incroyable. Se mettre dans la tête de ces gens-là à l'époque, ça raconte tellement de choses sur ce qu'ont été les pionniers américains, ça permet vraiment de mieux comprendre le terreau de l'Amérique aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui parler d'Amérique, notamment la critiquer, sans comprendre comment ils se sont construits, d'où ils viennent. Et je trouve que cette saga-là est formidable pour ça. Et puis après, il y a un côté récit d'aventure, mais qui est vrai, qui est assez fabuleux, quoi. C'est le portrait d'une époque. C'est la meilleure série qu'on pourrait faire si on était plus proche des romans que l'a été la série d'époque. J'en ai assez. Si tu veux te battre, on se battra. Tu veux livrer ta propre bataille? Et j'ai bien l'intention de la gagner. La série, la saga littéraire, elle a été écrite quand? Elle a été écrite, je crois, au tout début du XXe siècle, puisque Laura Ingalls a, oui, je crois, entre 1920 et 1930, dans ces eaux-là, quand elle commençait à être une dame d'un âge respectable, puisque, en fait, on pourrait imaginer que c'est une série qui date du 18e. En fait, non, c'est une histoire qu'elle a vécue dans les années 1850. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1850, les grands territoires du Middle West américain étaient encore très sauvages. Tout était vraiment encore à faire. Et c'est ça qu'elle raconte. Ouais, et très masculin aussi, très, très viril. Dans cette épopée des pionniers. Oui, justement. Et votre livre-là, ce roman, vous le dédicacez à ma femme, à ma fille, à ma mère, à ma sœur, à toutes les femmes, au cœur de tout. Pourtant, souvent victime, c'est un roman post-MeToo, en fait, que vous avez réalisé. Un thriller post-MeToo. Oui, mais je m'en suis pas rendu compte au moment de l'écriture. Au début, c'est pendant l'écriture, à un moment, je me suis rendu compte que
tous les choix que j'avais faits et ceux qui n'étaient pas encore faits ou mal faits, je les ai changés en cours de route pour que justement ce roman-là incarne quelque chose qui me semblait une nécessité, une évidence. Vous l'avez lu, la dédicace, on ne peut pas être mari, père, fils, frère, etc. sans être concerné par la question des femmes dans la société actuelle. Et moi, j'écris des bouquins sur des tueurs en série. Les tueurs en série sont quasiment exclusivement des hommes qui tuent quasiment exclusivement des femmes. Alors, il y a quelques affaires un peu différentes, mais globalement, c'est ça. Ça raconte tellement de choses. Et finalement, c'est une synthèse moderne de ce que l'homme a pu faire à la femme pendant si longtemps. Il ne faut pas oublier que MeToo, ok, c'est super, ça commence à faire bouger les lignes, il y a encore du boulot. Mais c'est seulement maintenant. Combien de millénaires, combien de civilisations patriarcales ont été là précédemment dans lesquelles le rôle de la femme était quand même particulier et la question ne se posait pas. Vous aimez bien provoquer quand même. Linky Pete, on en parle. Je vous laisse le dire, je vous laisse le lire. Claire aimait sucer, oui. Non, elle n'aimait pas. Claire n'aimait pas sucer. Ben oui, mais en fait, elle détestait ça même, c'est la deuxième phrase du livre. Mais oui, mais forcément, il faut toujours une accroche forte quand on a un peu lu, on le sait. Sauf que il faut, oui, provocateur probablement, mais c'est pas du tout ce qu'on pense. Non, parce qu'en fait, on parle de Sucette à l'anis de Gainsbourg. Presque, ouais, complètement, ouais. Encore que j'ai même pas, je pense, là ensuite la connotation que lui avait dans la chanson. Oui, tout à fait. Moi, on est vraiment sur une femme qui déteste les bruits de bouche, etc. Et en face d'elle, elle a une fille qui est en train de mâchonner sa sucette, et c'est horrible, et elle sait pas quoi faire. Il y a rien de plus incarnant dans un début de roman, je trouve, que de positionner. Que de mettre du son. Oui, le héros a quelque chose de concret, quelque chose dans lequel on peut se projeter en 2 secondes. Ouais. Bon, elle a quand même fini elle va peut-être quand même finir par épouser cet homme avec qui elle vit et qui est un pervers masticateur aussi. Au déjeuner, elle supporte pas ces bruits de bouche. On parlait juste du lien au lecteur. J'avais une micro-question. Est-ce que parfois vous avez eu, par vos lecteurs, une idée de livre ? Non, par les lecteurs, je crois pas. En fait, le problème, moi, c'est que j'ai tellement d'idées que je ne sais plus quoi en faire. Donc, à un moment, là, aujourd'hui, si... donnez-les un peu aux autres. Ben, justement, c'est ce que j'ai fait. Je viens de monter une boîte de production, pour tout vous dire, pour essayer de travailler avec des équipes, pour en faire quelque chose de ces idées, parce que je ne peux pas écrire autant de livres que j'ai d'idées. Et si aujourd'hui, j'avais plus aucune idée, je pense que je pourrais encore écrire facilement une quinzaine de livres avec ce que j'ai en stock. Donc, vous préférez l'écran ? Non, mais c'est juste qu'à un moment, en France, c'est très compliqué. Vous savez, il y a des auteurs américains qui n'ont pas hésité, Tom Clancy, Patterson notamment, à faire Tom Clancy présente. Et c'est son idée, c'est sa façon de faire. Il bosse avec des auteurs, il leur donne les idées, eux écrivent, et du coup, il sort 3-4 bouquins par an. En France, c'est impossible. À une époque, j'ai eu envie de ça et je me suis dit non, mais jamais. En fait, en France, les médias vont me tomber dessus et les lecteurs, je pense, ne sont pas prêts à ça. Ils vont pas comprendre. Et puis, est-ce que moi, je vais pas me perdre au milieu de tout ça ? Donc, j'ai préféré faire autre chose, c'est-à-dire en faire peut-être un territoire d'exploration de travail que serait l'audiovisuel. On croirait presque que c'est Maxime Chatham qui a fait le conducteur de cette émission. C'est votre club de lecture. En tout cas, aujourd'hui, Maxime Chatham, vous nous ouvrez à la fois les portes de votre bibliothèque et celles de votre fabrique d'écriture. Et on passe tout de suite avec vous, Sébastien Thème, de la page à l'écran. Oui, avec un classique du cinéma, Le Silence des agneaux de Jonathan Demme, sorti en 1991 avec Anthony Hopkins et Jodie Foster, un classique adapté d'un livre de Thomas Harris, Dragon Rouge, publié en 1981, premier épisode d'une tétralogie horrifique, l'histoire d'une stagiaire du FBI, Clarice Starling, qui enquête sur un tueur en série, Buffalo Bill, qui tue et découpe ses victimes pour récupérer des bouts de leur peau, pas très ragoûtant en effet. Et cette Clarice, elle va tenter de découvrir l'identité de ce tueur en rentrant dans sa psyché, et pour ce faire, elle va demander conseil à un certain Hannibal Lecter, Hannibal le cannibale, un psychiatre psychopathe, et oui, même les psys ont besoin de psy parfois. Cet Hannibal, et on peut le dire, fine gueule et fin gourmet, enfermé lui pour avoir dégusté ses patients. Une relation particulière et privilégiée née entre les deux personnages, une sorte d'intimité quasiment du pot à pot. Enfin, rassurez-vous, il y a une vitre entre deux qui les sépare. Votre père a été assassiné, vous êtes orpheline, vous avez 10 ans, vous partez vivre chez des cousins dans une ferme du Montana. Et un beau matin, je me suis enfuie. Mais encore, Clarice, pourquoi vous êtes-vous enfuie? À quelle heure êtes-vous partie? Très tôt, il faisait noir. Qu'est-ce qui vous a éveillé? Vous avez peut-être fait un cauchemar? Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu des bruits étranges. Qu'est-ce que c'était? C'était des hurlements. Des hurlements qui ressemblaient à des voix d'enfants. Ensuite, Clarice. Je suis allée voir dehors. Quand je
suis arrivée devant la grange, j'avais peur de regarder à l'intérieur, mais je savais qu'il fallait que je regarde. D'où venaient ces cris, Clarisse? D'où venaient ces cris? Les agneaux. Les agneaux hurlaient. On venait les égorger et ils poussaient des hurlements. C'est un extrait du film Le silence des agneaux de Jonathan Demme, avec un extrait de la bande originale du film signé Howard Shore. Est-ce que Ludivine Vancker, c'est votre Clarice Starling à vous? Ça a été la vraie difficulté de ce roman, c'est que dès le début, je me suis dit, vu l'histoire que j'ai envie de raconter, forcément, il va y avoir une comparaison avec Le silence des agneaux. On est quand même dans une histoire de tueur en série qui kidnappe des gens et une course contre la montre pour sauver sa victime. Ce qui est un peu le cas, ce qui est exactement l'histoire du silence des agneaux. Et au début, j'ai mis du temps à écrire ce livre parce que je voulais trouver autre chose, en fait. Je pourrais pas supporter la comparaison, ça marcherait pas. Et puis à un moment, en fait, je me suis rendu compte que, mais justement, je suis pas Thomas Hardy, j'ai pas son talent, son savoir-faire. Et ce que moi j'allais raconter était finalement quand même une autre histoire qui raconte autre chose. Ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est un point en commun, mais le reste est complètement différent. Et surtout, j'allais le faire à ma manière à moi, et ce serait un Chatham, et voilà, avec mes qualités, mes défauts. Donc je me suis lâché, mais forcément j'y ai pensé. C'est pour ça que j'ai fini par revenir et l'assumer, à faire des clins d'œil dans le bouquin en me disant mais il faut y aller franchement, quoi. Le Seigneur des Anneaux et le silence des agneaux, c'est le contraire. Moi j'ai jamais réussi, je sais pas comment vous faites. Mais vous avez aimé les deux, c'est bien. De mélanger les deux dans la même émission, c'est un piège. Maxime Chatham, on parlait de vos influences, vous évoquiez aussi Mark Twain, et c'est un roman d'apprentissage qui vous a donné ce goût de la lecture avec Tom Sawyer. C'est passionnant parce que Mark Twain, dedans, il a aussi cet art du suspense, avec les aventures de ce jeune héros qui savent aussi nous tenir en haleine en permanence. On retrouve ça dans votre écriture, et puis on comprend que chez vous, il y a cette envie que vous évoquiez d'explorer ce qu'il y a de pire chez l'homme, de comprendre le mal, pour reprendre le titre de votre unique, je crois, pièce de théâtre. Oui. Et il y en aura d'autres, peut-être, ou plus encore pour comprendre l'âme du mal, titre du premier roman que vous avez publié en 2002 et qui a constitué clairement un tournant aussi dans l'histoire du thriller français. Est-ce que vous avez avancé un peu dans cette quête de compréhension du mal? Est-ce que la littérature, qui est un assez bon outil, vous le disiez tout à l'heure, la question du silence et de la littérature, mais aussi peut-être de l'innocence de la littérature, vous a aidé dans cette compréhension et cette quête? Oui, parce que la littérature a un outil formidable que n'a pas la réalité, non pas les sciences, la psychiatrie, la philosophie, etc. C'est de pouvoir combler les blancs par l'imaginaire. On a cette autorisation dans la littérature. Et donc, moi, la théorie, je l'ai étudiée en long, en large, en travers, sur le mal, sur la dynamique criminelle. Qu'est-ce que le mal, indépendamment de tous les aspects religieux, c'est quoi? Est-ce que ça existe, le mal? Est-ce qu'on peut le définir? Et si oui, quelle est son incarnation? Le tueur en série, aujourd'hui, je pense, fascine autant parce qu'il est le croque-mitaine des temps modernes. Il n'y a plus de monstres sous le lit dans le placard. Les psychanalystes sont passés par là. Terminé, ça ne marche plus, cette explication. Le diable et compagnie, non. Pareil, la science est passée par là, ça ne marche plus. Donc, en gros, il nous reste quoi? Pour incarner quelque chose de concret, quelque chose de tangible, le tueur en série. Parce qu'il est à la fois dans notre monde et à la fois dans un monde qui nous échappe complètement, parce qu'il n'est pas fou. La plupart d'entre eux ne sont pas fous. Et donc, moi, j'en suis arrivé petit à petit, de livre en livre, à essayer de théoriser tout ça et à compléter les blancs avec ma vision des choses. Pour moi, la définition du mal, c'est le hiatus qui existe entre ce que l'homme croit devoir être, une espèce de parangon de vertu, et ce qu'il est fondamentalement, biologiquement, animalement, c'est-à-dire tiraillé en permanence entre des envies et des besoins, des instincts, et puis face à ce que la société nous impose et essaie de nous commander. Merci beaucoup, Maxime Chatham. Vous signalez à la fin du livre que vous êtes également sur Twitter et sur Instagram maintenant, et vous invitez les lecteurs à vous raconter ce qu'ils ont pensé de ce roman, ou de la vie d'ailleurs, tout simplement. Nous, on fait pareil, #BookClubCulture. N'hésitez pas à nous donner vos avis et vos recommandations de lecture. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Il est 13h25 sur France Culture. Et c'est l'heure de retrouver les quadritèmes de Charles Dantzig, le 4T des écrivains étrangers à New York cette semaine. Sampé à l'honneur. Sampé était bordelais et d'origine petite bourgeoise, type de personne qui semble le moins faite pour New York. Fait pour, mais qui est fait pour quoi? Quand Henri Matisse s'est rendu pour la première fois à New York, ses amis ont été persuadés qu'il haïrait. Ce vertical, lui le sinueux, ce ciment, lui l'homme des tissus,
cet éclat froid du verre, lui le peintre des couleurs chaudes. Il a adoré. Nous ne sommes jamais dans les déductions que les autres font de nous, car elles ne sont que des généralisations à partir d'œuvres elles-mêmes résultant d'un moment passé. Moi-même, né dans une famille tout ce qu'il y a de plus française jusqu'à l'ennui, j'ai été transporté la première fois que j'ai posé le pied à New York, et cela n'a pas cessé depuis. Par New York, j'entends principalement Manhattan. C'est la portion de la ville que l'on découvre d'abord quand on est étranger, et puis surtout, elle a cette singularité extraordinaire des tours par centaines. Le frappant, ce sont elles, si nombreuses, si légères, malgré leurs millions de tonnes. Les éditions de Noël viennent de publier un 100p à New York, reproduisant ses dessins de la ville et complétés d'entretiens. Lui aussi y raconte son exaltation la première fois qu'il est venu. Vous n'avez pas été surpris ou gêné par le gigantisme de la ville ? Pas du tout. Quand j'étais venu de Bordeaux à Paris, j'avais eu ce choc. J'ai été étonné de la hauteur des immeubles parisiens. Mais à New York, ça semblait normal. Pas du tout écrasant ? Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est exactement le contraire. À New York, on a de la place. Il ajoute, et là je suis moins d'accord, que l'on s'y sent minuscule. Il me semble au contraire qu'on est tellement exalté qu'on s'y sent grandi. À New York, chaque homme est une tour. Dans les dessins de Sampé, on retrouve moins New York que Sampé. Il s'empéise la ville. Les gens n'y ont pas ces corps frêles. Les messieurs n'y lèvent pas des chapeaux en disant qu'ils vont la conquérir. Le tempérament de Sampé consistait à faire de tout un village aux réactions attendrissantes et un peu ridicules. Il ne voyait pas, il rêvait. Si on veut ressentir la marche en avant perpétuelle de cette ville, ce sont les dessins du génial Saul Steinberg qu'il faut regarder. Par exemple, celui où, parmi des passants qui traversent une rue, on voit des crocodiles noirs. Là où Sampé me semble rejoindre New York, c'est lorsqu'il écrit et que ses dessins deviennent des illustrations. Je pense à son album Aller-retour. Les dessins accompagnent un texte mordant, cessant d'être gentiment souriant, et il montre très bien ce que l'on pourrait appeler la courtoisie impitoyable de cette ville. Ah oui, si nous croyons que les lieux sont faits pour nous, c'est par ignorance. Les casaniers, les nationalistes sont sûrs de cela. Ils doivent avoir bien peur aussi. C'était Charles Dantzig, chronique à réécouter sur radiofrance.fr ou en vous abonnant au fil du podcast de Bienvenue au Club et Bienvenue au Book Club. Merci beaucoup à Oriane Delacroix et Bruno Parada pour la programmation de cette émission, à Didier Pinault pour sa préparation, à Zora Vignier qui est aux commandes du numérique. Demain, avec vous, Sébastien Thème, dans le Book Club. Eh bien, un Book Club autour de la mémoire et du devoir de mémoire avec les deux auteurs Chloé Corman et Joachim Schnerf. Et vous pouvez déjà réagir à une citation de Primo Levi, #Book Club Culture, Olivier. On se retrouve à partir de 12h50 et 12h pour l'entretien de Bienvenue au Club. Merci. Le Book Club de Maxime Chatham. On ouvre grand les portes de notre club de lecture aujourd'hui. Il est considéré comme un des maîtres du thriller français, à la tête d'une œuvre imposante, plus d'une vingtaine de romans déjà, en 20 ans seulement, mais aussi de la BD, du théâtre et des nouvelles. Il publie en cette rentrée La Constance du Prédateur, un roman paru chez Albin Michel. Il semblerait, selon l'Humanité, que c'est aussi la déception face au monde qui l'a poussé à écrire, d'où l'envie peut-être d'en imaginer de nouveaux. Bonjour Maxime Chatham. Bonjour. Bonjour, au sommaire également avec vous, Sébastien Thème dans ce club de lecture. Et on va entendre vos lecteurs et vos lectrices, Maxime Chatham, tous plus fans les uns que les autres, et puis on passera de la page à l'écran avec un classique du cinéma, le thriller Le Silence des agneaux de Jonathan Demme, adapté d'un livre de l'américain Thomas Harris. Olivier. Le réel que vous imaginez, Maxime Chatham, les histoires que vous orchestrez, elles sont pas tendres non plus, donc vous avez été déçu par ce réel, et pourtant aujourd'hui vous nous faites des histoires plus noires que noires. Comment ça se fait ? C'est vrai, c'est un moyen de conjurer le sort, c'est d'imaginer le pire pour que finalement le pire de la réalité soit fade à côté et qu'on l'accepte plus facilement. C'est un moyen de se rassurer.
En fait, moi, je me suis intéressé au... Je lisais beaucoup Stephen King quand j'étais adolescent, beaucoup d'histoires sombres, et tous les auteurs de ce genre, hein, Matheson, Clive Barker, Shelley et compagnie, enfin, il y en a beaucoup qu'on a oublié un peu aujourd'hui avec le temps. On ne parle plus que de Stephen King quand on parle des maîtres des histoires qui font peur. Et c'est le premier nom que vous citez généralement. C'est le premier, mais parce que c'est devenu la référence. C'est vrai, mais il y en a tellement d'autres encore qui sont fabuleux. Et comme je lisais ces auteurs-là, naturellement, j'étais enclin à écrire ce genre d'histoire-là. Et puis petit à petit, je suis tombé dans la marmite du policier, du thriller. Alors j'avais lu Agatha Christie comme tout le monde, hein, mais j'ai commencé à lire les thrillers américains. Vous venez de parler de Thomas Harris, forcément ça a été ma première grande claque, Le Silence des agneaux et surtout Dragon Rouge, le livre d'avant. Et à partir de là, j'ai eu envie, moi, de me projeter dans ce genre de récit parce que j'y trouvais toutes mes peurs confrontées à la réalité. C'est-à-dire que ce sont des histoires réalistes pour le coup. Il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de monstres. On est vraiment avec des tueurs en série. C'est l'incarnation du crime dans le quotidien, mais de l'incarnation de l'exceptionnel. Enfin, l'émergence de l'exceptionnel dans le quotidien, dans la normalité. Alors, on va revenir sur vos références, sur vos influences. Mais d'abord, parlons de votre univers avec un lecteur fan de vous, fan de vos livres, et qui nous raconte pourquoi de livre en livre. D'ailleurs, il attend ce noir qui est le vôtre aujourd'hui. Tout à fait. Il s'appelle Johan Bookstagrammeur et il nous rappelle justement ce qui fait le sel de votre univers lorsque qu'on le retrouve dans chacun de vos livres, de livre en livre. Écoutez. Imaginez. Vous êtes dans une cave sans lumière. Vous sentez une présence. Vous allumez et là, boum. Maxime Chatham surgit d'un coin. Petit coup de projecteur sur le plus sombre de nos auteurs de littérature noire. Depuis 2002, Maxime Chatham arpente les recoins les plus obscurs de notre imaginaire et il s'y plaît bien, le bougre. L'âme du mal, Léviathan, la théorie Gaïa, le sang du temps, en passant par le Signal, véritable hommage à ces maîtres de la littérature fantastique, l'auteur trempe sa plume dans une encre noirâtre pour nous faire frémir et nous faire partager ses réflexions sur le mal avec un grand M. En nous proposant d'écouter la liste des musiques de films qui l'ont accompagné pendant l'élaboration de ses romans, Maxime Chatham nous rappelle son amour pour le cinéma et qui se retrouve dans son style d'écriture. On en prend plein les yeux à travers ces mots. J'en veux pour preuve un certain passage d'insectes qui se déroule sous la douche et qui vous fera dresser les poils. Mais n'insistez pas, je n'en dirai pas plus. Maxime Chatham est l'auteur qui a su le mieux mettre le noir en lumière. Grâce à son style qui fait s'envoler les pages, ses idées originales et ses fins qui nous laissent sur notre océan, nos nuits blanches ont de beaux jours devant elles. Johan évoquait vos livres et nos nuits blanches. Vous dormez comment, Maxime Chatham? Très bien, parce que tout ce qu'il y a de pire, je le mets dans mes livres. Donc je suis débarrassé la nuit. Je fais plutôt des beaux rêves. Non, mais je dors peu, donc je ne me souviens pas vraiment de mes rêves. Vous savez, quand on a un sommeil rapide, on n'a pas trop souvenir de tout ça. Mais c'est peut-être aussi un moyen de maîtriser tout ça. Vous savez, la part de l'inconscient, en étant... toute la journée concentrée sur ça, sur nos terreurs, et à commencer par les miennes, parce que c'est ce que j'essaie de faire dans mes livres, c'est de prendre les petits éléments du quotidien et de les transformer en un élément effrayant. Merci lecteur, qui était très, très drôle. En effet, la scène de la douche, je me suis toujours demandé quel est le moment où on est le plus vulnérable. Quand on est sous la douche, du shampoing plein les yeux... on peut pas faire pire, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien dans mes livres, de m'interroger moi-même sur mes peurs et sur les peurs de tous, et de les mettre en scène de manière parfois les plus effrayantes possibles. Si vous voulez vraiment faire des cauchemars, vous pouvez demander à Thomas Beau sa playlist horrifique. Lui qui a habillé ce témoignage de lecteur de Johan, rencontré par Sébastien Thème. Avec la musique du Silence des agneaux, justement, de Howard Shore. Fabuleuse musique. Voilà. Existence. Pardon, oui. Donc on n'écoute pas ça avant de dormir. C'est le même compositeur. Une question, Sébastien Thème, sur ce noir plus noir. Justement, ce noir plus noir, vous évoquiez cette scène de la douche, qui nous évoque aussi peut-être Hitchcock, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait... Quelle est la recette? C'est quoi le truc pour justement faire peur au lecteur? Je crois pas qu'il y ait un truc... en fait, il faut vivre la scène. Moi, c'est ce que je fais, je me projette. C'est-à-dire que je mets dans un état de concentration tel que je visualise, je ressens la scène. Je suis avec mon personnage ou mes personnages. Et j'essaie, à partir de là, de voir ce que je ressens et puis de faire des pauses. Alors, c'est particulier comme boulot, mais je fais une pause sensorielle aussi pour me dire, OK, quel est le meilleur angle pour raconter la suite de la scène, pour qu'elle soit la plus
claire, compréhensible et effrayante possible. Je remets lecture sur l'émotion et là, je la raconte sur cet angle-là. Et j'essaie de disséquer tout ça, de mettre les mots juste au bon endroit. Et ça, après, c'est un travail de mise en forme. C'est-à-dire de trouver quelle est la bonne alchimie de mots, quel est le moment où il faut retourner à la page, parce que ne serait-ce que visuellement, ça raconte quelque chose. Une accélération de retour à la ligne va provoquer un état inconscient de lecture avec lequel il faut savoir jouer. Et un bloc de lecture, c'est autre chose. Il faut jouer avec les figures stylistiques, etc. Tout ça, c'est un travail de mise en forme. Mais avant tout, il y a imaginer la scène et se confronter à cette scène. Écrire des polars, étudier la criminologie, comme vous l'avez fait, mais aussi comme votre personnage de Claire, en ouverture de ce nouveau roman, La Constance du prédateur, le fait. Vous avez eu, vous, très tôt, un intérêt certain pour les affaires criminelles, aussi, comme elle. Vous vous délectiez des récits de meurtres machiavéliques et abominables, là je vous cite. Vous engloutissiez livres et émissions sur le sujet. Alors, jusqu'à mes 20 ans, pas du tout. J'étais vraiment perché dans mes montagnes de littérature, plutôt d'imaginaire. Mais c'est vrai qu'à partir de 20 ans, quand j'ai commencé à lire beaucoup de polars et de thrillers... Là, Ondelat est entré dans votre vie. Oui, alors, même un peu avant Ondelat, je crois, j'ai commencé à lire... Parce qu'en France, il n'y avait pas grand-chose, si on voulait être un peu précis, pointu dans les affaires criminelles. Et donc, il a fallu que je m'abonne à l'époque, je fasse des démarches pour m'abonner à la revue du FBI. Et donc, je perfectionne mon anglais. Le FBI a sa revue, alors ça. Oui, alors, c'est super. Et elle est publique. C'est ça l'info. Elle est publique. Et alors, à l'époque, il fallait montrer patte blanche, c'était un grand mot. Il fallait expliquer pourquoi on voulait y avoir accès. On s'enregistrait dans une base de données. Et c'était intéressant parce que ça vulgarisait beaucoup de disciplines forensiques, de police scientifique. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Et à ce moment-là, j'ai pu... avec les études de criminaux, avoir un regard plus pointu sur certains aspects, notamment en médecine légale, aller rencontrer des légistes et les interroger. Je me souviens de ma première autopsie, il faisait circuler vous savez, les espèces de baumes mentholés que vous mettez sous le nez. Il ne faut pas être enrhumé parce que ça pique. Mais c'est pour pas sentir l'odeur d'un corps quand on va l'ouvrir. Pardon pour nos auditeurs. Et moi, j'ai refusé de le mettre en disant non, je suis là parce que je veux savoir en fait. Ou alors vous pourriez la mettre dans vos bouquins, avoir des pages parfaites. Oui, mais en ce cas-là, je mettrais aussi l'odeur du corps. Je suis pas sûr que le lecteur serait très content. Et de toute façon, vous êtes autant un auteur français qu'un auteur américain, non? Vous avez vécu une partie de votre vie là-bas. Vos grandes influences sont aussi américaines. On voit à travers le personnage de Ludivine dans cette série, dont La Constance du prédateur est le 4e tome, le 4e volet de ce cycle-là que vous avez ouvert, que le profil du profiler, en tout cas la figure du profiler, elle est née aussi aux États-Unis. Hein. Oui, bien sûr. En fait, il y a énormément d'inspiration possible, notamment dans la dynamique policière aux États-Unis. Ça, c'est intéressant. Tous les travaux du FBI sont passionnants, le profiling notamment, mais pas seulement. C'est quoi justement un profiler? Un profiler, c'est quelqu'un en fait, c'est un aide à l'enquête. Alors, c'est pas un enquêteur, contrairement à ce qu'on voit souvent dans les fictions. C'est une personne qui a plutôt une formation en psycho et qui va, par rapport à l'étude de la scène de crime, essayer de donner des éléments pour aider les enquêteurs à travailler. Mais parfois aussi faire un profil d'un suspect. Et de dire, là vous allez interroger un suspect, moi je pense que le tueur il est comme ça et comme ça, et prévoyez un interrogatoire sous cet angle-là. C'est ce que je décris à un moment dans une scène du roman. Il y a tout un moment où ils se préparent avec des profilers, les enquêteurs, pour faire l'interrogatoire d'un suspect. Et ça ne se fait pas, faut pas imaginer qu'un flic dans une grosse affaire, je parle pas d'un truc du quotidien, mais dans une très grosse affaire, très importante, très médiatisée, les flics rentrent pas dans la salle pour interroger un suspect comme ça, naturellement, en disant juste, on va lui poser des questions, on va essayer de le faire avouer. Ça se prépare énormément, il y a vraiment tout un travail en amont. Et c'est ce métier-là que font les profilers. Et moi, pour répondre à votre question, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait aux États-Unis. Mais comme je suis aussi français, je pense que j'y ai apporté ce regard un peu défiant qu'ont les Français de remettre tout en question, ce côté social aussi, c'est marqué dans certains de mes livres. Et c'est ce mélange-là qui donne une identité à mes romans. L'efficacité américaine, mais le regard français. Et la défiance française aussi à l'égard de ces profilers, de ces enquêteurs comportementalistes qui ne sont pas si bien vus, en tout cas au départ, qui n'étaient pas si bien vus par la police qui parfois encore le sont aujourd'hui, mais c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même travail pour le profiler américain et français. Les États-Unis, il y a des choses qui marchent beaucoup plus facilement aux États-Unis. Un profiler américain, je vais vous donner un exemple très précis. Un profiler américain, quand il étudie une scène de crime sur un tueur en série et qu'il voit que toutes les victimes sont blanches, va vous dire
S'il n'y a aucun élément qui semble montrer que c'est lié à un crime racial, c'est un tueur blanc parce qu'il chasse dans son groupe ethnique. Les Américains, et c'est vrai dans 99,99% des cas. En France, jamais un profiler pourra dire ça parce que ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a des différences comportementales dans nos sociétés, etc., qui font que c'est deux métiers très différents. Et c'est cet ajustement-là qu'a pris du temps à faire en Europe. La constance du prédateur, c'est donc le titre de ce nouveau roman qui paraît chez Albin Michel, votre nouveau roman qui raconte une histoire apocalyptique, comme le dit la chef d'escadron Lucie Torrance. Apocalyptique, monstrueux. Dans La constance du prédateur, on suit une fois encore Ludivine Wancker dans sa traque, cette fois d'un serial killer surnommé Caron, comme le passeur des morts, sur un des fleuves de l'enfer. Le roman s'ouvre sur une mise en garde de Nietzsche. Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Une réflexion pour la profileuse du département des sciences du comportement, votre héroïne, Ludivine Wancker, qui craint toujours de s'abîmer, justement. Alors là, il y a 17 cadavres de femmes qui ont été découverts dans une mine près de Mulhouse. Et il va falloir comprendre qui en est l'auteur. Et pour ça, on va vous suivre à la trace. Avec vous, Sébastien, tout de suite, un avis d'une lectrice, d'une fan. Alors, je ne sais plus comment on dit exactement les fans de Maxime Chatham, les chatamistes, hein, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai entendu. C'est un peu sataniste. Hein, mais il est satanique. C'est ça votre secret. Elle a déjà lu le roman. Évidemment, elle l'attendait, on imagine, comme beaucoup de vos lecteurs, avec impatience. Oui, elle sait tout sur la désormais célèbre Ludivine Wancker. Et depuis sa première apparition, c'était dans La Conjuration primitive en 2012, la blogueuse donc Lou a retrouvé sur Instagram nous propose un rapide rappel des faits. L'accroche est faite dès le prologue avec ce style que j'aime tant depuis 20 ans. Il y a une cohérence scénaristique avec les 3 tomes précédents qui rend cet opus irréprochable. Ludivine semble cette fois posée, elle a apprivoisé ses démons et bénéficie d'une certaine stabilité qui lui sied à merveille. Et elle en aura bien besoin car ce répit va être de très courte durée. Elle va intégrer le département des sciences du comportement pour traquer un tueur en série hors norme. Cette histoire met en avant les victimes de cet assassin, car une bonne partie du livre sert à leur redonner une identité, un rôle dans cette vie qui leur a été volée. Je n'ai aucun mal d'ailleurs à m'identifier à ces femmes, car l'auteur joue sur des portraits qui sont ancrés dans une réalité qui reste palpable. L'intrigue, elle, n'en finit pas de nous servir des rebondissements, tous plus stressants les uns que les autres. Et l'ingéniosité d'ailleurs de cette histoire est due notamment à tout ce travail qui a été fourni autour de la construction de ce tueur qui est juste hallucinant. J'ai ressenti une énorme pression à la lecture des dernières pages, car ce face-à-face est anxiogène. Le stress, lui, est à son comble, d'autant plus qu'avec Maxime Chatham, tout est possible s'agissant du sort de ses personnages. J'ai terminé cette lecture complètement vidée. Alors bravo et merci, Monsieur Chatham. Voilà, alors bravo Maxime Chatham. Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être nous identifier ce deuxième son, cette deuxième musique qu'on a entendue? C'est la musique du film SK1, formidable film français sur l'affaire Guy Georges. La musique est très forte, elle est pleine d'émotions, c'est-à-dire que je la conseille d'ailleurs en début de roman au lecteur, parce qu'elle m'a accompagné énormément pendant l'écriture du livre, et elle est tellement chargée d'émotions, mais d'une émotion qui est posée, mais assez noire, qu'elle colle littéralement à de nombreuses scènes du roman. Est-ce qu'elle colle à ce personnage de Ludivine Wancker? Comment elle est née d'ailleurs? Oui, je pense parce que c'est un personnage qui est une synthèse de l'être humain en général, et une synthèse quand même de moi aussi, je dois avouer. C'est une femme qui est pleine de bonne volonté, mais qui s'est fait cabosser par son métier. C'est la différence avec moi, bien sûr, mais elle a été confrontée à toute la violence qu'on peut imaginer dans le métier de gendarme, de flic, d'enquêteur, et elle s'est armée en se blindant, tout simplement, en s'éloignant de ses émotions. C'est là que je fais un petit parallèle, parce que le romancier parfois peut avoir ce travers. Moi, pendant des années, à force d'écrire, je me suis tellement enfermé dans mes personnages que j'ai peut-être eu parfois le travers de ne vivre qu'à travers ça, à travers la littérature. J'adore cette phrase de Hamlet, je crois que c'est dire la fin de la pièce, and the rest is silence, mais le reste c'est le silence, il n'y a que la littérature, il n'y a que le drame, la tragédie.
il y avait un peu de ça quand on fait ce métier, qu'on l'adore, on passe son temps à lire et à écrire, et les émotions sont plus fortes dans les livres. Ça pourrait vous suffire? Plus aujourd'hui, mais à une époque, oui, c'était le danger. Et heureusement, j'ai rencontré ma femme. mais du coup, tout ça pour dire que ce personnage-là, Ludivine, c'est ce qu'elle vit à sa manière. C'est se blinder, se rendre compte qu'elle n'est plus un être humain, elle est une machine efficace. Mais elle n'est plus un être humain. Et dans cette histoire-là, c'était déjà amorcé dans les romans précédents, mais dans cette histoire-là, elle va être obligée, en fait, de redevenir un être humain, parce que la clé pour comprendre, c'est de ne pas oublier comment fonctionne un être humain. Les émotions simples qui nous façonnent tous. Sur Twitter, un autre fan, alors chatamiste, ad vitam aeternam, comme il se présente, chasseur d'anagrammes, a terminé lui aussi sa lecture de ce nouvel opus et posté son avis. Conquis, se dit-il, une lecture haletante, passionnante, mais aussi éprouvante. Chaque page dégorge d'un suspense insoutenable qui pousse à vouloir en découvrir un peu plus, à endurer un peu plus. Soyez prêts ou prêtes, la constance du prédateur est d'une puissance colossal. Voilà, Maxime Chatham, pour cet avis de fan, de lecteur, qui a eu tant de plaisir à vous retrouver pour ce 4e tome, donc, de ce nouveau cycle. Je dis à ma maman de changer de pseudo, ça va se voir. C'est vrai, ça va se voir. Ou à votre éditeur, j'y ai un peu pensé. Quel lien vous entretenez avec vos lecteurs? Quelle relation vous avez cherché à tisser avec eux? Et du coup, comment vous gérez cette attente, C'est particulier parce que pendant des années, je faisais des longues dédicaces où j'avais l'occasion de parler avec les gens qui lisaient mes bouquins ou leur donner envie de les lire quand ils ne connaissaient pas. Et je me suis fait pas mal d'amis comme ça, en fait, avec le temps. Et aujourd'hui, c'est je ne vais pas me plaindre de ça, mais aujourd'hui, quand je fais une dédicace, il y a beaucoup de monde. Donc, je suis un peu obligé d'aller vite. Et je peux plus me poser pendant 10, 15, 20 minutes avec quelqu'un, parler, échanger. « Ah, vous aimez ça ?» Moi, je me souviens, aujourd'hui, c'est un copain à moi, mais on s'est rencontré à une dédicace. Au bout de 10 minutes, on était debout dans la librairie à se montrer les bouquins qu'on adorait, à se les raconter, à se faire tuyaux. Et lui comme moi, on est reparti avec des piles de bouquins qu'on a achetés ce jour-là parce que la rencontre, quoi, autour de ce qu'on aime, la lecture. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, je suis juste dans un rapport, en tout cas en dédicace, de signer un livre, faire une photo souvent. Et j'ai peu d'échanges. C'est rapide, alors heureusement il y en a quand même un peu, sinon ça n'a plus trop d'intérêt, mais c'est frustrant parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur chacune, mais c'est plus compliqué. Mais alors du coup, c'est pas dans ces échanges-là que ça se joue dans vos livres, dans la manière alors, heureusement, de donner envie aussi aux lecteurs, de retrouver vos personnages, vos protagonistes notamment, d'ouvrir avec vous un cycle et de le refermer ensemble. Il faut les tenir en haleine. Oui, mais ça, c'est presque secondaire, parce que la relation avec le lecteur, elle n'est pas là. Moi, j'écris pas des bouquins pour faire plaisir à mes lecteurs, sinon, il y a plein de livres que j'aurais écrits, qu'on me réclame depuis longtemps, des suites, que j'ai pas envie de faire ou que j'avais pas envie de faire. Moi, ma relation, elle n'est pas là. La relation avec les lecteurs, elle se fait dans la vie quotidienne, à croiser quelqu'un, à saluer, à discuter sur les réseaux sociaux. Et puis, quand c'est possible, avant le confinement, de faire une fois par an un rassemblement avec une équipe dingue de chatamis dont vous parliez, qui organisait via un forum une rencontre annuelle où pendant une demi-journée, on était 40 dans une pièce à discuter, où là, on avait vraiment le temps, quoi. C'est ces petits moments-là, parce que sinon, la relation juste à travers le livre, c'est un fantasme, ça. J'écris pas pour mes lecteurs et les lecteurs ne lisent pas pour moi. Mais vous aimez parler de vos livres? Est-ce que vous aimez aussi qu'on parle de vos livres? Oui. Après, je suis plus... À une époque, je l'ai fait comme pour tous les romanciers, mais aujourd'hui, je vais plus sur Internet regarder ce qu'on dit de mes livres. Parce que je me rends compte que je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'écrire ce que j'aime, d'être habité par mon livre pour la bonne raison. Pas juste, tiens, il faut faire ce genre de bouquin-là parce que ça va marcher, quoi. À une époque, j'étais voir mon éditeur en lui disant, voilà, je voudrais un nouveau contrat parce que je vais vous faire 3, puis finalement, non, ça sera 7 romans de fantaisie. Il m'avait dit, mais ça se vend pas, la fantaisie, c'est une hérésie. Je dis, oui, mais moi, j'ai envie d'écrire ça. Et il l'a fait, et bon, finalement, ça s'est vendu, donc comme quoi. Donc là, les lecteurs, c'est un pari, c'est-à-dire que pour le coup, les gens qui me lisent, qui viennent sur mon nom, sont venus aussi sur un genre qui n'est pas facilement plébiscité en France. Et a priori, ils l'ont aimé, vu le succès de la série. Donc là, il y a une relation de confiance qui s'installe. C'est-à-dire, mais je peux même pas leur rendre. C'est-à-dire que j'ai pas l'occasion, moi, d'aller voir tous ces lecteurs un par un. Vous leur rendez en faisant des livres, quand même, Maxime. Ouais, je sais, mais en respectant mes envies avant tout, pas toujours les leurs. Et c'est là où je me sens parfois un peu redevable. Mais bon, il faut bien faire un choix. C'est pas ce qui doit guider un romancier. Et pendant ces grands raouts avec tous ces chatamistes, est-ce que vous évoquez vos références, vos livres préférés? Vous nous avez donné 3 références: Voyage au bout de la nuit de Céline, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et les livres de Laura Ingalls, notre autrice de La Petite Maison dans la Prairie.
Est-ce que vous évoquez ça avec eux? Est-ce Je vous dois une explication. Allez-y, allez-y. Alors, non, mais rapidement sur les deux premiers, Voyage au bout de la nuit, c'est ma première claque à l'adolescence sur le style. Je me rends compte que je lis plus seulement un livre pour ce qu'il raconte, pour le frémissement de l'histoire, mais parce que l'écriture est tellement dingue qu'elle-même devient un sujet de lecture. Donc là c'était une révélation et je l'avais vécu, mais sans mettre des mots dessus, avec Mark Twain avant ça. Mais il a fallu que ce soit Céline qui montre que voilà, le fond et la forme, c'est pas dissociable. Tolkien, parce que c'est par là que je suis rentré dans la littérature. Je me suis mis à lire un livre. Non, mais en fait, un monde avec des valeurs fortes dans lesquelles on est prêt à risquer sa vie parce qu'on croit fondamentalement quelque chose qui existe et qui est pur. Bah ça, dans la vraie vie, ça n'existait pas. Et je me suis dit, j'avais 12-13 ans, et d'un coup, j'ai eu envie de ça. Et ça n'existait pas, donc je me suis réfugié dans la lecture, à cause ou grâce à Tolkien. Maintenant, le dernier, Laura Ingalls, en fait, ils viennent de ressortir là, toute la série des livres de Laura Ingalls, La Petite Maison à la Prairie, on connaît tous la série. Ouais. Et par curiosité, je suis tombé sur le premier tome, et puis du coup, je suis en train de tous les lire là. Et je recommande à nos auditeurs de lire toute la saga de Laura Ingalls. C'est passionnant. En fait, c'est très très loin du côté gnangnan aseptisé de la série télé. On est dans un récit de pionniers américains avec la dureté de cette existence-là. Et pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi est-ce que subitement ils pliaient bagages, la maison qu'ils avaient mis 1 an à construire, et ben, ils l'abandonnent et ils partent sur des terres incertaines pour aller s'installer ailleurs? C'est incroyable. Se mettre dans la tête de ces gens-là à l'époque, ça raconte tellement de choses sur ce qu'ont été les pionniers américains, ça permet vraiment de mieux comprendre le terreau de l'Amérique aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui parler d'Amérique, notamment la critiquer, sans comprendre comment ils se sont construits, d'où ils viennent. Et je trouve que cette saga-là est formidable pour ça. Et puis après, il y a un côté récit d'aventure, mais qui est vrai, qui est assez fabuleux, quoi. C'est le portrait d'une époque. C'est la meilleure série qu'on pourrait faire si on était plus proche des romans que l'a été la série d'époque. J'en ai assez. Si tu veux te battre, on se battra. Tu veux livrer ta propre bataille? Et j'ai bien l'intention de la gagner. La série, la saga littéraire, elle a été écrite quand, du coup? Elle a été écrite, je crois, au tout début du XXe siècle, puisque Laura Ingalls a, oui, je crois, entre 1920 et 1930, dans ces eaux-là, quand elle commençait à être une dame d'un âge respectable, puisque, en fait, on pourrait imaginer que c'est une série qui date du 18e. En fait, non, c'est une histoire qu'elle a vécue dans les années 1850. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1850, les grands territoires du Middle West américain étaient encore très sauvages. Tout était vraiment encore à faire. Et c'est ça qu'elle raconte. Ouais, et très masculin aussi, très, très viril, dans cette épopée des pionniers. Femme, oui, justement. Et votre livre-là, ce roman, vous le dédicacez à ma femme, à ma fille, à ma mère, à ma sœur, à toutes les femmes, au cœur de tout. Pourtant, souvent victime, c'est un roman post-MeToo, en fait, que vous avez réalisé. Un thriller post-MeToo. Oui, mais je m'en suis pas rendu compte au moment de l'écriture. Enfin, au début, c'est pendant l'écriture, à un moment, je me suis rendu compte que tous les choix que j'avais faits et ceux qui n'étaient pas encore faits ou mal faits, je les ai changés en cours de route, pour que justement ce roman-là incarne quelque chose qui me semblait une nécessité, une évidence. Vous l'avez lu, la dédicace, on ne peut pas être mari, père, fils, frère, etc., sans être concerné par la question des femmes dans la société actuelle. Et moi, j'écris des bouquins sur des tueurs en série. Les tueurs en série sont quasiment exclusivement des hommes qui tuent quasiment exclusivement des femmes. Alors, il y a quelques affaires un peu différentes, mais globalement, c'est ça. Ça raconte tellement de choses. Et finalement, c'est une synthèse moderne de ce que l'homme a pu faire à la femme pendant si longtemps. Il ne faut pas oublier que MeToo, ok, c'est super, ça commence à faire bouger les lignes, il y a encore du boulot. Mais c'est seulement maintenant. Combien de millénaires, combien de civilisations patriarcales ont été là précédemment, dans lesquelles le rôle de la femme était quand même particulier, et la question ne se posait pas. Vous aimez bien provoquer quand même. Linky Pitt, on en parle? Je vous laisse le dire, je vous laisse le lire. Claire aimait sucer, oui. Non, elle n'aimait pas. Claire n'aimait pas sucer. Ben oui, mais en fait, elle détestait ça même, c'est la deuxième phrase du livre. Mais oui, mais forcément, il faut toujours une accroche forte quand on a un peu lu, on le sait. Sauf que il faut, oui, provocateur probablement, mais c'est pas du tout ce qu'on pense. Non, parce qu'en fait, on parle de sucette à l'anis de Gainsbourg. Presque, ouais, complètement. Ouais. Encore que j'ai même pas, je pense, là ensuite la connotation que lui avait dans la chanson. Oui, tout à fait. Moi, on est vraiment sur une femme qui déteste les bruits de bouche, etc. Et en face d'elle, elle a une fille qui est en train de mâchonner sa sucette, et c'est horrible et elle sait pas quoi faire. Il y a rien de plus incarnant dans un début de roman, je trouve, que de positionner. Que de mettre du son.
Oui, le héros est quelque chose de concret, quelque chose dans lequel on peut se projeter en 2 secondes. Ouais. Bon, elle a quand même fini elle va peut-être quand même finir par épouser cet homme avec qui elle vit et qui est un pervers masticateur aussi. Au déjeuner, elle ne supporte pas ces bruits de bouche. On parlait juste du lien au lecteur, j'avais une micro-question. Est-ce que parfois, vous avez eu, par vos lecteurs, une idée de livre ? Non, par les lecteurs, je crois pas. En fait, le problème, moi, c'est que j'ai tellement d'idées que je ne sais plus quoi en faire. Donc, à un moment, là, aujourd'hui, si... donnez-les un peu aux autres. Justement, c'est ce que j'ai fait. Je viens de monter une boîte de production, pour tout vous dire, pour essayer de travailler avec des équipes, pour en faire quelque chose de ces idées, parce que je ne peux pas écrire autant de livres que j'ai d'idées. Et si aujourd'hui, j'avais plus aucune idée, je pense que je pourrais encore écrire facilement une quinzaine de livres avec ce que j'ai en stock. Donc, vous préférez l'écran ? Non, mais c'est juste qu'à un moment, en France, c'est très compliqué. Vous savez, il y a des auteurs américains qui n'ont pas hésité, Tom Clancy, Patterson notamment, à faire Tom Clancy présente. Et c'est son idée, c'est sa façon de faire. Il bosse avec des auteurs, il leur donne les idées, eux écrivent, et du coup, il sort 3-4 bouquins par an. En France, c'est impossible. À une époque, j'ai eu envie de ça, et je me suis dit, non, mais jamais. En fait, en France, les médias vont me tomber dessus, et les lecteurs, je pense, ne sont pas prêts à ça, ils vont pas comprendre. Et puis, est-ce que moi, je vais pas me perdre au milieu de tout ça ? Donc, j'ai préféré faire autre chose, c'est-à-dire en faire peut-être un territoire d'exploration de travail que serait l'audiovisuel. On croirait presque que c'est Maxime Chatham qui a fait le conducteur de cette émission. C'est votre club de lecture. En tout cas, aujourd'hui, Maxime Chatham, vous nous ouvrez à la fois les portes de votre bibliothèque et celles de votre fabrique d'écriture. Et on passe tout de suite avec vous, Sébastien Thème, de la page à l'écran. Oui, avec un classique du cinéma, Le silence des agneaux de Jonathan Demme, sorti en 1991 avec Anthony Hopkins et Jodie Foster, un classique adapté d'un livre de Thomas Harris, Dragon Rouge, publié en 1981, premier épisode d'une tétralogie horrifique, l'histoire d'une stagiaire du FBI, Clarice Starling, qui enquête sur un tueur en série, Buffalo Bill, qui tue et découpe ses victimes pour récupérer des bouts de leur peau, pas très ragoûtant en effet. Et cette Clarice, elle va tenter de découvrir l'identité de ce tueur en rentrant dans sa psyché, et pour ce faire, elle va demander conseil à un certain Hannibal Lecter, Hannibal le cannibale, un psychiatre psychopathe, et oui, même les psys ont besoin de psy parfois. Cet Hannibal, et on peut le dire, fine gueule et fin gourmet, enfermé lui pour avoir dégusté ses patients. Une relation particulière et privilégiée née entre les deux personnages, une sorte d'intimité quasiment du pot à pot. Enfin, rassurez-vous, il y a une vitre entre deux qui les sépare. Votre père a été assassiné, vous êtes orpheline, vous avez 10 ans, vous partez vivre chez les cousins dans une ferme du Montana. Et un beau matin, je me suis enfuie. Mais encore, Clarice, pourquoi vous êtes-vous enfuie? À quelle heure êtes-vous partie? Très tôt, il faisait noir. Qu'est-ce qui vous a éveillé? Vous avez peut-être fait un cauchemar? Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu des bruits étranges. Qu'est-ce que c'était? C'était des hurlements. Des hurlements qui ressemblaient à des voix d'enfants. Ensuite, Clarice. Je suis allée voir dehors. Quand je suis arrivée devant la grange, j'avais peur de regarder à l'intérieur, mais je savais qu'il fallait que je regarde. D'où venaient ces cris, Clarice? D'où venaient ces cris? Les agneaux. Les agneaux hurlaient. On venait les égorger et ils poussaient des hurlements. C'est un extrait du film Le silence des agneaux de Jonathan Demme avec un extrait de la bande originale du film signé Howard Shore. Est-ce que Ludivine Vancker, c'est votre Clarice Starling à vous? Ça a été la vraie difficulté de ce roman, c'est que dès le début, je me suis dit, vu l'histoire que j'ai envie de raconter, forcément, il va y avoir une comparaison avec Le silence des agneaux. On est quand même dans une histoire de tueur en série qui kidnappe des gens et une course contre la montre pour sauver sa victime. Ce qui est un peu le cas, ce qui est exactement l'histoire du silence des agneaux. Et au début, j'ai mis du temps à écrire ce livre parce que je voulais trouver autre chose, en fait. Je pourrais pas supporter la comparaison, ça marcherait pas. Et puis à un moment, en fait, je me suis rendu compte que, mais justement, je suis pas Thomas Harris, j'ai pas son talent, son savoir-faire. Et ce que moi j'allais raconter était finalement quand même une autre histoire qui raconte autre chose. Ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est un point en commun, mais le reste est complètement différent. Et surtout, j'allais le faire à ma manière à moi, et ce serait un Chatham, et voilà, avec mes qualités, mes défauts. Donc je me suis lâché, mais forcément j'y ai pensé. C'est pour ça que j'ai fini par revenir et l'assumer et à faire des clins d'œil dans le bouquin en me disant mais il faut y aller franchement, quoi. Le Seigneur des Anneaux et le silence des agneaux, c'est le contraire. Moi j'ai jamais réussi, je sais pas comment vous faites. Vous avez aimé les deux, c'est bien. De mélanger les deux dans la même émission, c'est un piège.
Maxime Chatham, on parlait de vos influences, vous évoquiez aussi Mark Twain, et c'est un roman d'apprentissage qui vous a donné ce goût de la lecture avec Tom Sawyer. C'est passionnant parce que Mark Twain, dedans, il a aussi cet art du suspense, avec les aventures de ce jeune héros qui savent aussi nous tenir en haleine en permanence. On retrouve ça dans votre écriture, et puis on comprend que chez vous, il y a cette envie que vous évoquiez d'explorer ce qu'il y a de pire chez l'homme, de comprendre le mal, pour reprendre le titre de votre unique, je crois, pièce de théâtre. Oui. Et il y en aura d'autres, peut-être, ou plus encore pour comprendre l'âme du mal, titre du premier roman que vous avez publié en 2002 et qui a constitué clairement un tournant aussi dans l'histoire du thriller français. Est-ce que vous avez avancé un peu dans cette quête de compréhension du mal? Est-ce que la littérature, qui est un assez bon outil, vous le disiez tout à l'heure, la question du silence et de la littérature, mais aussi peut-être de l'innocence de la littérature, vous a aidé dans cette compréhension et cette quête? Oui, parce que la littérature a un outil formidable que n'a pas la réalité, non pas les sciences, la psychiatrie, la philosophie, etc. C'est de pouvoir combler les blancs par l'imaginaire. On a cette autorisation dans la littérature. Et donc, moi, la théorie, je l'ai étudiée en long, en large et en travers, sur le mal, sur la dynamique criminelle. Qu'est-ce que le mal, indépendamment de tous les aspects religieux, c'est quoi? Est-ce que ça existe, le mal? Est-ce qu'on peut le définir? Et si oui, quelle est son incarnation? Le tueur en série, aujourd'hui, je pense, fascine autant parce qu'il est le croque-mitaine des temps modernes. Il n'y a plus de monstres sous le lit dans le placard. Les psychanalystes sont passés par là. Terminé, ça ne marche plus, cette explication. Le diable et compagnie, non. Pareil, la science est passée par là, ça ne marche plus. Donc, en gros, il nous reste quoi? Pour incarner quelque chose de concret, quelque chose de tangible, le tueur en série. Parce qu'il est à la fois dans notre monde et à la fois dans un monde qui nous échappe complètement, parce qu'il n'est pas fou. La plupart d'entre eux ne sont pas fous. Et donc, moi, j'en suis arrivé petit à petit, de livre en livre, à essayer de théoriser tout ça et à compléter les blancs avec ma vision des choses. Pour moi, la définition du mal, c'est le hiatus qui existe entre ce que l'homme croit devoir être, une espèce de parangon de vertu, et ce qu'il est fondamentalement, biologiquement, animalement, c'est-à-dire tiraillé en permanence entre des envies et des besoins, des instincts, et puis face à ce que la société nous impose et essaie de nous commander. Merci beaucoup, Maxime Chatham. Vous signalez à la fin du livre que vous êtes également sur Twitter et sur Instagram maintenant, et vous invitez les lecteurs à vous raconter ce qu'ils ont pensé de ce roman, ou de la vie d'ailleurs, tout simplement. Nous, on fait pareil, #BookClubCulture. N'hésitez pas à nous donner vos avis et vos recommandations de lecture. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Il est 13h25 sur France Culture. Et c'est l'heure de retrouver les 4 items de Charles Dantzig, le 4T des écrivains étrangers à New York cette semaine. Sampé à l'honneur. Sampé était bordelais et d'origine petite bourgeoise, type de personne qui semble le moins faite pour New York. Fait pour, mais qui est fait pour quoi? Quand Henri Matisse s'est rendu pour la première fois à New York, ses amis ont été persuadés qu'il haïrait. Ce vertical, lui le sinueux, ce ciment, lui l'homme des tissus, cet éclat froid du verre, lui le peintre des couleurs chaudes. Il a adoré. Nous ne sommes jamais dans les déductions que les autres font de nous, car elles ne sont que des généralisations à partir d'œuvres elles-mêmes résultant d'un moment passé. Moi-même, né dans une famille tout ce qu'il y a de plus française jusqu'à l'ennui, j'ai été transporté la première fois que j'ai posé le pied à New York, et cela n'a pas cessé depuis. Par New York, j'entends principalement Manhattan. C'est la portion de la ville que l'on découvre d'abord quand on est étranger, et puis surtout, elle a cette singularité extraordinaire des tours par centaines. Le frappant, ce sont elles, si nombreuses, si légères, malgré leurs millions de tonnes. Les éditions de Noël viennent de publier un Sampé à New York, reproduisant ses dessins de la ville et complété d'entretiens. Lui aussi y raconte son exaltation la première fois qu'il est venu. Vous n'avez pas été surpris ou gêné par le gigantisme de la ville? Pas du tout. Quand j'étais venu de Bordeaux à Paris, j'avais eu ce choc. J'ai été étonné de la hauteur des immeubles parisiens. Mais à New York, ça semblait normal. Pas du tout écrasant? Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est exactement le contraire. À New York, on a de la place. Il ajoute, et là je suis moins d'accord, que l'on s'y sent minuscule. Il me semble au contraire qu'on est tellement exalté qu'on s'y sent grandi. À New York, chaque homme est une tour. Dans les dessins de Sampé, on retrouve moins New York que Sampé. Il sampéise la ville. Les gens n'y ont pas ces corps frêles. Les messieurs n'y lèvent pas des chapeaux en disant qu'ils vont la conquérir.
Le tempérament de Sampé consistait à faire de tout un village aux réactions attendrissantes et un peu ridicules. Il ne voyait pas, il rêvait. Si on veut ressentir la marche en avant perpétuelle de cette ville, ce sont les dessins du génial Saul Steinberg qu'il faut regarder. Par exemple, celui où, parmi des passants qui traversent une rue, on voit des crocodiles noirs. Là où Sampé me semble rejoindre New York, c'est lorsqu'il écrit et que ses dessins deviennent des illustrations. Je pense à son album Aller-retour. Les dessins accompagnent un texte mordant, cessant d'être gentiment souriant, et il montre très bien ce que l'on pourrait appeler la courtoisie impitoyable de cette ville. Ah oui, si nous croyons que les lieux sont faits pour nous, c'est par ignorance. Les casaniers, les nationalistes sont sûrs de cela. Ils doivent avoir bien peur aussi. C'était Charles Dantzig, chronique à réécouter sur radiofrance.fr ou en vous abonnant au fil du podcast de Bienvenue au Club et Bienvenue au Book Club. Merci beaucoup à Oriane Delacroix et Bruno Parada pour la programmation de cette émission, à Didier Pinault pour sa préparation, à Zora Vignier qui est aux commandes du numérique. Demain, avec vous, Sébastien Thème, dans le Book Club. Eh bien, un Book Club autour de la mémoire et du devoir de mémoire avec les deux auteurs Chloé Corman et Joachim Schnerf. Et vous pouvez déjà réagir à une citation de Primo Levi, #Book Club Culture, Olivia. On se retrouve à partir de 12h50 et 12h pour l'entretien de Bienvenue au Club. Merci.